Alors bonjour, vous ne pouviez pas être présent sur Agen aujourd'hui. Nous vous remercions vivement d'avoir accepté cette vidéo et je vous laisse la parole, c'est à vous. Je me Merci permettrai beaucoup. d'intervenir d'ici une dizaine de minutes si je vois que le temps dépasse. Est-ce que vous m'entendez bien et vous me voyez bien là? Parfaitement, vous êtes avec nous, on Ok, vous entend très bien. super. Bon, merci, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de participer à ce forum de l'économie positive. J'ai pu écouter la fin de la table ronde des chefs qui était passionnante, pas la totalité. Et donc, je vais essayer de ne pas en rajouter sur la complexité du métier des chefs, qui doivent être un peu philosophes, un peu nutritionnistes et aussi passionnés. Mais ce qu'on m'a demandé, c'est de vous donner quelques éclairages sur les tendances de l'alimentation de demain. Et évidemment, il faut qu'on se replace dans un ensemble plus global, l'avenir de la planète, en essayant d'être pas trop long. Donc, en 2050, c'est-à-dire bientôt, pour nos enfants, on sera pas loin de 10 milliards d'habitants sur la planète. On sait qu'aujourd'hui, on a encore une personne sur trois qui souffre de malnutrition dans le monde. Et la malnutrition, ça peut être de la sous-nutrition, des déficiences, des carences alimentaires, c'est aussi du surpoids, de l'obésité, de la mauvaise alimentation. Et ce 1 sur 3, après, va passer à 1 sur 2 d'ici 2030. Et tous les pays sont concernés. Ce n'est pas une opposition, comme on pourrait le penser, entre les pays en voie de développement et les pays développés. Cette malnutrition, elle a plutôt tendance à progresser. À 10 milliards d'habitants, on va donc a priori consommer beaucoup plus, et ça va se trouver dans un contexte où on a aussi des modifications majeures, évidemment le dérèglement climatique, 1,5 degré au minimum en plus entre 2030 et 2050, un dérèglement climatique qui a déjà des effets sur les agricultures du monde, qui limite les rendements, qui introduit des aléas climatiques de plus en plus forts, et donc complique la vie des agricultrices et des agriculteurs. Un contexte aussi où la déforestation tropicale pour convertir en terre agricole doit être ralentie et idéalement stoppée si on veut limiter l'emballement du dérèglement climatique et conserver de la biodiversité. On a des terres agricoles qui sont grignotées par les métropoles, par la progression, et c'est normal, il faut aussi accueillir les citoyens du monde qui arrivent. Donc tout ça, ça met une tension forte, et ça mettra une tension plus forte encore sur l'activité agricole et alimentaire dans les 20 prochaines années. On aura aussi besoin de fournir de la biomasse issue de l'agriculture et de la forêt pour remplacer le pétrole dans l'ensemble de l'économie et de l'énergie. Donc tout ça, ça fait une équation qu'on pourrait craindre qualifier d'impossible. Nourrir la planète en 2050 avec tous ces éléments de contrainte, ça paraît compliqué. En fait, il y a des leviers et des leviers qu'il va falloir combiner. Ça ne sera pas complètement facile. Le premier levier, c'est le gaspillage, c'est les pertes de produits agricoles et alimentaires. On estime à près de 30% les produits qui sont perdus, souvent au champ, dans les pays du Sud, faute de moyens de stockage, de transformation. Et on estime à près de 30% les produits alimentaires qui sont gaspillés, plutôt dans les pays du Nord, entre la distribution et parfois jusque chez le consommateur. Donc il y a un gros enjeu, et vous le savez, à réduire à tous les niveaux le gaspillage agricole et alimentaire. Le deuxième levier important pour résoudre cette équation, c'est le rééquilibrage des régimes alimentaires. Entre protéines animales et protéines végétales, l'Organisation mondiale de la santé, les nutritionnistes préconisent un équilibre 50-50 entre les protéines animales et les protéines végétales. On n'y est pas. Dans les pays du Nord, Europe, Amérique, où on consomme beaucoup plus de produits animaux que cet équilibre, et dans des pays comme en Afrique subsaharienne, où on est en deçà de ce qui serait souhaitable. Donc il y a un rééquilibrage à faire. Si toute la planète en 2050 consommait autant de viande que l'Amérique, on aurait alors là une équation impossible à résoudre. Et puis le troisième levier qui est important et qui n'est pas simple, c'est ce qu'on va appeler la transition agroécologique, la transition des agricultures qui vont devoir progressivement, elles aussi, se passer des produits de la pétrochimie, que ce soit des engrais minéraux ou les produits phytosanitaires, les pesticides que de plus en plus les consommateurs rejettent, pour trouver des solutions basées sur la nature, pour protéger les récoltes et pour rester très efficaces, pour maintenir, éventuellement augmenter le niveau des rendements. Alors, réussir, et évidemment, l'INRAE, l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement que j'ai le plaisir de présider, et qui est l'un des tout premiers organismes de recherche au monde dans ce domaine, est très mobilisé, et on est mobilisé avec tous nos partenaires, à la fois les universités,
les écoles, les partenaires du secteur agricole et alimentaire en France, en Europe et dans le monde. On a des réseaux de coopération dans le monde entier pour essayer de trouver des solutions. Et trouver des solutions pour répondre à ces défis du développement durable, ça va nécessiter d'embarquer tous les acteurs de la chaîne alimentaire. Ça, c'est le premier message. Effectivement, doit se mobiliser et se mobilise. La réduction des produits phytosanitaires, le bien-être animal, mais vous allez le voir, je n'ai pas beaucoup de temps pour l'expliquer, mais on a vraiment besoin d'un continuum avec la transformation alimentaire jusqu'au consommateur, jusqu'au chef, sinon ça ne fonctionnera pas. Et on se rend compte que les consommateurs peuvent être des moteurs du changement, parfois plus efficaces que les réglementations. Il est parfois difficile de faire dépasser des réglementations en France, en Europe ou au niveau international sur le carbone, sur la réduction des pesticides, parce qu'il y a des résistances des acteurs, c'est compliqué pour eux, et les pouvoirs politiques peuvent hésiter. Mais quand il y a des mouvements de consommation qui se mettent en place et qui se déploient, il y a parfois des évolutions qui sont très rapides. Donc c'est intéressant aussi, si on parle en termes de transition, de passer les bons signaux, les bonnes informations aux consommateurs pour faciliter cette transition à l'échelle internationale. Alors, les préférences des consommateurs, elles vont aussi avoir un impact en termes économiques, puisqu'elles vont orienter les marchés. C'est évident sur les caractères, on va dire, intrinsèques, la saveur. On parle évidemment beaucoup de gastronomie aujourd'hui, et l'alimentation est aussi un plaisir. Le goût, la valeur santé, de plus en plus, et une tendance émergente depuis les 10 dernières années, et ça va continuer. Les consommateurs sont de plus en plus intéressés par la façon dont les produits et les produits agricoles et alimentaires sont élaborés. Et donc, ce qu'il faut essayer du coup de combiner, c'est comprendre les besoins nutritionnels des consommateurs, leurs attentes en termes gustatifs, et voir comment on peut les combiner avec les transitions qui vont permettre d'aller vers un peu plus d'agroécologie, et pas qu'en France, en Europe, dans le monde, et puis combiner ça avec l'optimisation des ressources disponibles. Donc pour nous, c'est évidemment un sujet majeur. Je vais évoquer quelques sujets pour vous montrer que cette équation impossible, finalement, on a des raisons d'être optimiste, et on peut trouver des solutions. Quand on regarde le consentement à payer des consommateurs, c'est un sujet sensible, puisque le pouvoir d'achat, il est évidemment contraint, et on sort d'une crise sanitaire, et on craint évidemment de rester aussi dans une crise économique et sociale. On a vu qu'il y a beaucoup de malnutrition, il y a beaucoup de difficultés d'alimentation, y compris dans notre pays. Il y a des inégalités sociales pour l'accès à l'alimentation. Mais bon, pour autant, on va regarder comment le consommateur apprécie finalement quel est son consentement à payer et vers quoi il veut aller. Alors, on sait depuis ces dernières années, avec le développement du bio, qu'au moins pour des catégories socio-professionnelles les plus favorisées, il y a un vrai intérêt et un consentement à payer pour des produits bio. Et finalement, autant, peut-être plus, pour un enjeu de santé, de qualité du produit, que pour la protection de l'environnement, même si les deux sont liés. Ce qui est intéressant et plus récent, c'est le consentement à payer pour les produits locaux. Et on a des données d'enquêtes récentes qui montrent que le consentement à payer peut être au moins aussi fort, voire supérieur au bio pour des produits locaux, avec une vraie traçabilité. Dans les attentes des consommateurs monte évidemment la préoccupation des pesticides dans les filières végétales, pour s'en passer, soit vers des produits qui vont réduire de façon significative l'utilisation des pesticides ou qui vont s'engager sur l'absence de traces de pesticides dans les fruits et légumes. Côté animal, évidemment, la préoccupation du bien-être animal monte. Elle monte de façon forte. Alors, elle peut se traduire par des comportements végétariens ou véganes, notamment dans les nouvelles générations, une forme d'abstinence. Et puis, il y a aussi le développement du flexitarisme, qui est en train de monter dans les comportements alimentaires. Et dans les attentes sur le bien-être animal, il y a en fait la volonté d'aller au-delà même du simple respect de la bien-traitance. Donc nous, on essaye de trouver avec la recherche des solutions avec nos partenaires éleveurs pour trouver des solutions qui améliorent le bien-être animal à tous les stades, depuis la naissance de l'animal, son élevage,
et jusqu'à la fin, jusqu'à l'abattage, où on sait qu'il y a des gros enjeux et encore des situations difficiles, mais en tenant compte aussi du bien-être des éleveurs. Parce que le métier d'éleveur, il est très difficile et il faut qu'on trouve des solutions globales sur ces sujets si on veut qu'il y ait un élevage durable. Et comme on l'a dit tout à l'heure, les nutritionnistes préconisent un équilibre entre protéines animales et protéines végétales. Donc, on ne considère pas, à la fois on respecte le comportement individuel des citoyens qui veulent parfois arrêter complètement la consommation de produits animaux, mais pour des formes d'agriculture durable, l'élevage est utile. Il est utile parce qu'il va permettre de valoriser des surfaces qui peuvent être peu propices à la culture de céréales, avec des mauvais rendements. C'est aussi parce que ça permet de faire des engrais organiques pour les plantes. Donc on retrouve un cycle de bioéconomie circulaire si on redécouvre la polyculture élevage, et c'est aussi pour ça que c'est important. Alors, je me permets juste, Monsieur Mauguin, je me permets juste de vous interrompre pour vous dire qu'il nous reste 2 minutes à passer ensemble. Bon, eh bien, écoutez, je vais essayer de les utiliser au mieux en vous disant que dans les bonnes nouvelles qui vont se donner des indications finalement pour le futur, c'est qu'il y a donc, je l'ai dit, de la recherche et de l'innovation qui existe, qui est mobilisable. Il y a une convergence entre des solutions pour des régimes alimentaires sains et durables et la transition agroécologique. Quand on fait plus de protéines végétales, on peut aussi diversifier les rotations agricoles, on va mieux couvrir les sols, on aura besoin de moins d'herbicides. Je n'ai pas le temps de le développer du coup. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que les régimes alimentaires sains et durables ne sont pas forcément plus chers. Et ça, c'est un message important. Le budget moyen pour l'alimentation chez les populations les plus modestes en France, il est entre 3 et 4 euros par jour et par personne. Et la moyenne nationale, c'est plutôt vers 5-6 euros. Et nous, on a montré qu'on avait des régimes qui étaient bons pour la santé et qui étaient bons pour la planète, qui pouvaient être entre 3 et 4 euros. Donc, c'est accessible a priori. Donc, l'enjeu, c'est la formation, c'est l'éveil, c'est le partage des informations. Et là, on a besoin de tous les acteurs. Et donc, encore une fois, à la fois des producteurs, des circuits courts, de la distribution, de la restauration hors foyer et évidemment des chefs qui peuvent être demain des ambassadeurs à la fois de ces produits savoureux, des produits de terroir, des produits locaux, mais aussi de produits qui vont être inscrits dans une vision globale de régime sain et durable et qui soit à la fois durable pour nos agriculteurs et durable pour la planète. Merci de votre attention. C'est nous qui vous remercions beaucoup. Ça n'a pas été un exercice facile pour vous puisque vous ne nous voyez pas, mais nous avons été ravis de nous avoir avec vous cet après-midi. Merci encore pour votre témoignage, Monsieur Mauguin.